Le 1er avril 2026, à 22h35 UTC, la Terre a tremblé. Pas à cause d'un tremblement de terre, pas à cause d'une explosion, mais parce qu'une fusée de 32 étages, la plus puissante jamais construite par la NASA, a décollé depuis la Floride avec, à son bord, 4 êtres humains, 4 astronautes en route pour la Lune. Pour la première fois depuis 1972. Plus de 50 ans de silence, et maintenant, l'humanité reprend sa marche vers les étoiles. Des dizaines de milliers de personnes massées sur les routes et les plages autour de Cap Canaveral ont levé les yeux vers le ciel, une scène digne des grandes missions Apollo des années 60 et 70. Mais voilà ce que les médias ne te disent pas vraiment. Ce voyage n'est pas juste spectaculaire, il est historique à plusieurs niveaux simultanément. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer pourquoi Artemis II pourrait être le début de quelque chose que l'humanité n'a jamais connu auparavant. La mission est commandée par Reid Wiseman avec Victor Glover comme pilote, Christina Koch comme spécialiste de mission et Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne. Mais ce ne sont pas juste 4 noms sur une liste, ce sont 4 symboles. Cette mission envoie pour la première fois dans l'histoire une personne de couleur, une femme et un non-américain en mission lunaire. Pense à ça une seconde. En 1969, quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, qui avait le droit de rêver de l'espace? Une poignée d'hommes blancs. Aujourd'hui, Artemis II dit au monde entier « L'espace appartient à l'humanité ». Victor Glover, premier homme de couleur à s'aventurer au-delà de l'orbite terrestre, Christina Koch, première femme à se rapprocher de la Lune, Jeremy Hansen, premier Canadien, premier non-américain à faire ce voyage. Ces 4-là, ils ne portent pas juste une mission, ils portent l'histoire de milliards de personnes qui ont regardé le ciel et se sont demandé « Et moi, est-ce que j'aurai ma place là-haut ?» Le lancement a eu lieu depuis le complexe 39B de Kennedy Space Center, la même rampe historique utilisée pour Apollo et la navette spatiale. Mais ce qu'on ne te montre pas dans les images officielles, c'est la tension qui régnait quelques heures avant le décollage. Les équipes au sol ont signalé un problème avec une batterie du système d'abandon de lancement, le dispositif conçu pour éjecter les astronautes en cas d'urgence. La température d'une des batteries était hors de sa plage normale. Pendant de longues minutes, les ingénieurs ont scruté les données. Est-ce que c'est un capteur défaillant? Est-ce que c'est la batterie elle-même? Un seul mauvais signal et tout le lancement est annulé. Finalement, il a été déterminé qu'il s'agissait d'un problème d'instrumentation sans impact sur le lancement. Et là, à la stupéfaction même des astronautes, le compte à rebours s'est déroulé sans accroc dès la première tentative, presque au début de la fenêtre de tir de 2 heures. Victor Glover, depuis l'espace, a avoué que c'était surprenant. On aime dire qu'on est préparé sans avoir d'attente, mais au fond de soi, on espère quand même décoller. Alors, que font ces 4 humains en ce moment alors que tu regardes cette vidéo? Ils filent vers la Lune, littéralement. La mission suit une trajectoire appelée Free Return Trajectory, une trajectoire qui utilise la gravité de la Lune pour ramener le vaisseau vers la Terre, naturellement, sans nécessiter un grand allumage de moteur supplémentaire. Le 2 avril, le moteur principal d'Orion a effectué une combustion de 6 minutes, la fameuse Translunar Injection Burn, propulsant l'équipage hors de l'orbite terrestre vers la Lune. C'est le point de non-retour. Après ça, il n'y a plus de marche arrière possible. Et pendant ce temps, à bord, la vie s'organise. Il fait froid dans la capsule Orion, tellement froid que Victor Glover a dit regretter de ne pas avoir amené de meilleurs sacs de couchage. Mission Control travaille avec l'équipage pour réchauffer la cabine. Wiseman a aussi décrit un moment extraordinaire. Il y a environ 1 heure, Mission Control Houston a réorienté notre vaisseau au moment où le soleil se couchait derrière la Terre. On pouvait voir le globe entier de pôle à pôle, l'Afrique, l'Europe et si on regardait vraiment attentivement, les aurores boréales. Imagine, voir les aurores boréales depuis l'espace, avec la Lune devant toi. Si cette vidéo t'apporte quelque chose, si tu apprends des choses que tu ne trouves pas ailleurs, le meilleur geste que tu peux faire, c'est d'appuyer sur le bouton « S'abonner maintenant » et laisse un commentaire « Lune » si tu penses qu'Artemis va réussir ou « Échec » si tu doutes. Je réponds à tout le monde. Allez, c'est parti, on continue. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'Artemis II ne transporte pas que des humains.
À bord se trouvent aussi des CubeSat, de minuscules satellites fournis par l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et l'Argentine. Leur mission ? Étudier les effets des radiations spatiales sur les équipements électroniques, surveiller la météo spatiale et comprendre comment l'environnement lunaire affecte les systèmes technologiques. Autrement dit, même les nations qui ne mettent pas d'astronautes dans la fusée participent à cette aventure. L'espace est devenu un projet planétaire. Et il y a encore une autre particularité d'Artemis II. La NASA a permis au grand public d'inscrire son nom sur une carte SD embarquée dans la capsule Orion. Des millions de personnes dans le monde ont obtenu un boarding pass numérique, un ticket d'embarquement virtuel pour voyager autour de la Lune. Tu voyages autour de la Lune en ce moment, tu le savais ? Soyons honnêtes, parce que cette mission est magnifique, mais elle n'est pas sans danger. Au moment de la rentrée atmosphérique, la capsule Orion va pénétrer dans l'atmosphère à environ 40 000 km/h, subissant des températures proches de 2760 degrés Celsius, soit environ la moitié de la température de surface du Soleil. Et ce bouclier thermique, il a déjà posé problème. Lors du vol test non habité Artemis 1 en 2022, des dommages inattendus ont été détectés sur le bouclier thermique après la rentrée atmosphérique. Des zones où le matériau ablatif avait brûlé de façon bien plus importante que prévu. Pour protéger l'équipage, les ingénieurs ont modifié la trajectoire de rentrée. La capsule va frapper l'atmosphère à un angle plus abrupt pour réduire le temps d'exposition à ces conditions extrêmes. Le directeur de vol de rentrée, Rick Enfling, a résumé la réalité avec une franchise saisissante. Une fois qu'on atteint l'interface d'entrée et que la chaleur commence à s'accumuler sur le bouclier thermique, il n'y a pas de retour en arrière possible. Une seule chance, une seule. Le 6 avril 2026, Orion s'approchera à environ 8000 km de la surface de la Lune. Pour te donner une idée, les missions Apollo orbitaient à moins de 160 km. Artemis II passe beaucoup plus loin, mais c'est volontaire. Cette altitude élevée offre un avantage scientifique unique. Les astronautes vont voir la Lune entière dans leur champ de vision, d'une perspective que les astronautes Apollo n'ont jamais eue, blottis en orbite basse. Et pour la première fois, des images vivantes de la Lune filmées par des humains depuis ce point de vue vont être diffusées en direct sur Terre. Pense à l'image. 4 humains à des centaines de milliers de kilomètres, regardant la Lune d'un côté et la Terre de l'autre. L'humanité entière coincée entre ces deux sphères. Quelle perspective! Alors, quelle est la vraie question que tu dois te poser? Pourquoi maintenant? Pourquoi retourner sur la Lune en 2026? Contrairement à Apollo, qui était une course effrénée contre les Soviétiques, Artemis est conçu pour permettre aux États-Unis de revenir régulièrement sur la Lune, avec l'objectif d'y établir une base permanente qui servira de tremplin vers d'autres explorations. Une base permanente sur la Lune. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le plan officiel. La Chine avance à grands pas dans son propre programme lunaire habité, réduisant significativement l'avance américaine grâce à une série de retards accumulés dans le programme Artemis. C'est une nouvelle course à l'espace, pas la même qu'en 1969, pas celle de deux superpuissances nucléaires, mais une compétition pour qui va définir les règles sur la Lune, et au-delà. Parce que celui qui contrôle la Lune contrôle le point de départ vers Mars. Le 10 avril 2026, la capsule Orion devrait faire son amérissage dans l'océan Pacifique, au large des côtes californiennes. 8 parachutes ralentiront sa descente. Des airbags se déploieront pour maintenir la capsule à la surface. Une équipe en mer récupérera les 4 astronautes, concluant l'une des missions les plus importantes de l'histoire spatiale humaine. 10 jours, 4 humains, des centaines de milliers de kilomètres. Et quand ils rentreront, rien ne sera exactement comme avant. Parce qu'Artemis II n'est pas une fin, c'est le début d'un chapitre que l'humanité n'a pas encore écrit. La Lune, Mars et au-delà. La question n'est plus si, la question est quand. Si cette vidéo t'a appris quelque chose que tu ne savais pas, partage-la à quelqu'un qui mérite de savoir. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et dis-moi en commentaire, est-ce qu'on devrait établir une base sur la Lune avant d'aller sur Mars? Je veux lire ton avis. À très bientôt sur Univers Mystère, là où les grandes ambitions humaines prennent vie.